Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marcia Hadjimarkos. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes claviériste, donc j'ai hésité à vous dire pianiste ou claviériste. Oui. Mais à partir de quel moment vous êtes passé de pianiste à claviériste? C'est assez récent. Je me suis dit que c'est un terme qui couvre tous les claviers et comme j'en joue plusieurs, j'ai opté pour cette Et si je vous reçois appellation. Aujourd'hui, c'est à l'occasion de la parution d'un disque passionnant d'œuvres d'Hélène de Montgeroux. Donc c'est une compositrice dont le nom commence un peu à apparaître ces derniers temps. Oui. Depuis mais qui était certain tombée dans temps, l'oubli. Oui. Je pense que sa renaissance a commencé en 2006 avec le livre de Jérôme de Rival. Il a publié sa biographie et il a également produit 2 disques de sa musique sur piano moderne. Donc, c'était à partir de ce moment-là que ça a commencé à revenir. Et puis aussi, il a fondé une maison d'édition, les éditions Modulation, pour publier ses partitions. D'abord pour piano solo, et puis il a publié aussi les nocturnes pour piano et voix. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Hélène de Montgeroux, et ils sont sans doute fort nombreux, eh bien, c'est une compositrice, pianiste, qui est née en 1764, qui est morte en 1836, donc qui a vécu des époques très troubles, puisqu'elle avait épousé donc, un noble de Montgeroux. Oui, elle était déjà noble de naissance, elle s'appelait Hélène de Nervaux, et puis elle s'est mariée avec le marquis de Montgeroux, et donc à cette époque-là, elle vivait à Paris. Et donc, comme vous dites, elle a traversé des moments très compliqués pendant la Révolution. Oui, alors, je ne sais pas, c'est une légende ou c'est un fait avéré, le fait qu'elle ait joué la Marseillaise pour sauver sa tête? Il paraît que ça s'est passé comme ça. Vous en parlez d'ailleurs dans le texte qui accompagne ce disque. Mais c'est un peu le... Oui, c'est un peu le mythe de Montgeroux. Ça participe du mythe de cette compositrice. Oui. Mais... c'est peut-être vrai. En tout cas, on préfère penser que c'est vrai. C'est une tellement belle histoire. Pourquoi pas? Puisqu'en fait, elle a joué au moment où elle était sur le point d'être exécutée. Puis elle a joué la Marseillaise pour montrer qu'elle était une fidèle à la Révolution. Oui. républicaine. En fait, elle n'était pas sur l'échafaud, mais elle était devant le comité de salut public. Et on a emmené un piano et on lui a demandé de jouer la Marseillaise. Donc, elle a joué avec des variations qu'elle a improvisé sur le champ. Et elle a fait ça avec tant de brio qu'elle a sauvé sa vie en jouant du piano. Alors, Marcia Hadjimarkos, ce qui est étonnant, parce que c'est quand même une femme qui, pour son époque, a vécu sur une longue période, puisque je le disais. Oui. Donc, elle a vécu 72 ans. 72 ans, ce qui est quand même, rare pour l'époque. Pour cette époque 18e, en chemin vers le 19e, c'est quand même un âge avancé. Et en même temps, elle a eu une période de composition assez brève. Oui, relativement courte, vous avez raison. Donc, je pense que ça a commencé sans doute dans les années 1785-90 et ça s'est arrêté visiblement vers 1812 quand elle a publié le cours complet qui est sa méthode pour pianoforte dans laquelle paraissent les 114 études. Donc, oui, parce que c'est incroyable, parce que c'est quand même une compositrice qui a fait un legs très important au niveau de ses compositions pour piano, au niveau aussi théorique, avec ce traité que vous venez d'évoquer. Donc aujourd'hui, on fait revivre la mémoire de nombreuses compositrices, mais comme si, en leur temps, elles n'avaient pas eu leur place. Alors quand même, c'était une compositrice qui a trouvé une place en son temps. Je pense qu'elle avait tout à fait sa place de son vivant. Elle était très, très connue, reconnue et adulée comme improvisatrice, justement. Et elle était... on disait que c'était la meilleure improvisatrice de son temps. Et les musiciens étrangers qui venaient à Paris couraient chez elle pour l'écouter dans son salon à elle ou dans d'autres salons où elle jouait parce qu'elle n'avait pas le droit de se produire en public. Elle devait se limiter à des salons privés. Elle était également nommée professeure au nouveau conservatoire de Paris en 1795, mais elle est restée très peu de temps. Elle a démissionné donc elle n'est pas connue comme pédagogue du conservatoire parce que ça a duré
très peu de temps, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle avait une classe d'hommes, en plus, au conservatoire. Oui, tout à fait. Je pense que il ne devait pas y avoir de femmes élèves, ou il y en avait quand même à l'époque. Oui, je pense qu'il y avait les deux classes, hommes et femmes, et je pense que c'était un honneur de lui donner... De lui attribuer cette classe. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce disque qui vient de paraître pour le label Seule Étoile, très beau disque, avec une très belle pochette, de très belles illustrations. Vous êtes aux côtés, pour certaines œuvres, de la mezzo-soprano Beth Taylor et du violoniste Nicola Mazzoleni, puisque l'essentiel des œuvres sont des œuvres pour piano seul. Oui. Il y a aussi des œuvres pour si nocturnes pour voix et piano, et puis une œuvre pour violon et piano qui est très belle. Et donc, vous m'avez dit hors micro que en fait, c'était le seul legs de Hélène de Montgeroux, à la fois pour la voix et pour la musique de chambre. Oui, absolument. C'est la totalité, c'est l'intégrale de sa musique de chambre, c'est-à-dire 2 œuvres. Mais ça, excusez-moi, c'est le legs unique qu'elle a composé, ou c'est le legs unique qu'on a retrouvé? On pense qu'elle n'a pas composé autre chose. J'ai l'impression qu'elle n'a pas composé d'autres œuvres de chambre. Non. Alors, il y a un legs pianistique important. Vous avez puisé des études. Alors, certaines études sont assez lentes. C'est pas que des études pour une virtuosité apparente. C'est-à-dire qu'il y a les études du début qui sont courtes et plus simples, mais également intéressantes. Notamment parce qu'elles illustrent son intérêt pour la musique de Johann Sebastian Bach et Handel. Donc, elle écrit dans l'ancien style, comme elle dit. Qu'elle admirait beaucoup et qu'elle recommandait à ses élèves. Donc, c'est pour ça que j'avais inclus des études du début de son cours complet. Elles ont des intitulés d'ailleurs intéressants, ces études. Il y a pour bien accorder le chant avec l'accompagnement, pour l'assouplir. Études pour les 2 mains, pour qu'elle fasse également bien les traits semblables. Et puis, il y a aussi études pour les 2 mains, pour la difficulté du ton, ou pour prendre une première notion des temps coupés. Voilà, donc c'est peut-être ces titres sont intéressants, mais également un peu rébarbatifs, parce qu'on dirait des exercices, mais en fait, ce sont des pièces de musique très, très intéressantes. Oui, il y a de très belles mélodies. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle le cours complet n'a pas eu le succès qu'elle méritait. C'est parce que ces études portaient ces titres peu attirants. C'était pas des intermédiaires, des nocturnes, des scherzi, etc. C'était études, numéro tel ou tel. Et en même temps, les études de Chopin, c'est un legs... C'était plus tard. Oui. Et les études de Chopin ne font pas partie d'une méthode. Oui, tout à fait. Mais donc vous avez puisé sur un nombre très important d'études il y a une petite douzaine. Donc, sur 114. Donc c'est ça. Mais comment vous avez fait votre choix Vous avez tout joué, vous avez tout lu? Oui, j'ai tout lu il y a longtemps. Et puis, petit à petit, j'ai fait ce choix-là en fonction aussi du piano et de mes goûts personnels. Et ce qui était déjà enregistré plusieurs fois, que je ne voulais pas forcément refaire. Donc, oui, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres inédites, au disque il y a dans ce disque. Plusieurs études qui sont enregistrées pour la première fois, en effet. Oui. Et alors, est-ce que ce sont des œuvres que vous avez jouées, parce qu'on va parler du piano, bien sûr, Marcia Hadjimarkos, est-ce que ce sont des œuvres que vous avez jouées sur un piano contemporain, pas contemporain d'Hélène de Montgeroux, mais de nos jours J'ai dû essayer ça à la maison, mais... ça ne vous convenait pas c'est-à-dire que ça fait un certain temps que je suis un peu spécialisée dans les pianos anciens. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer des études en concert, et aussi la fantaisie, les nocturnes, etc. Sur plein de pianos anciens différents et sur peu de pianos français. Mais ces œuvres étaient écrites pour des pianos français. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vraiment trouver un instrument de son époque qu'elle aurait pu connaître. Oui, c'est ça, puisque c'est un instrument, je crois, de 1817. Oui, 17, voilà. Donc, c'est un piano carré, alors, pour les auditeurs, et dont je faisais partie, puis avant de lire le texte qui accompagne ce disque, le piano carré, c'est difficile de savoir à quoi ça correspond. Voilà, c'est pas un piano carré, c'est un piano rectangulaire, déjà. C'était des pianos qui étaient les plus répandus, fin 18e, début 19e, en français et ailleurs.
Aujourd'hui, on les connaît mal, mais je pense qu'il y a également une espèce de renaissance des pianos carrés parce qu'on se rend compte que c'est des instruments à part entière et qui sont très intéressantes et qui nous éloignent un petit peu de la sonorité des pianos de Walter qu'on a copiés partout dans le monde, les pianos entre guillemets de Mozart. Donc des pianos viennois de la fin du XVIIIe siècle. Et je pense que cette époque est en train d'être dépassée par l'intérêt qu'on peut avoir pour beaucoup d'autres instruments de la même époque, parce qu'il y avait chaque pays avait son école de facture de pianoforte, sa sonorité, son esthétique, etc. Et je pense que c'est très intéressant d'aller vers ces instruments-là et ne pas toujours jouer sur le même pianoforte. Mais pour vous, une œuvre doit être jouée sur un instrument qui est contemporain de sa composition, ou alors vous faites exception et puis au concert, vous pouvez jouer des œuvres d'époques différentes sur un même instrument? Il faut avoir, je ne sais pas, 25 pianos. Oui, donc au concert, on ne peut pas fait loi. toujours matcher le piano et l'œuvre, mais quand c'est possible, je pense que ça apporte des couleurs, des textures musicales intéressantes qu'on ne peut pas forcément obtenir sur un piano de nos jours. Donc vous êtes né aux États-Unis, oui. Puis après vous êtes passé par la Belgique. Donc votre itinéraire musical au départ aux États-Unis, c'était avec un élève de Menachem Pressler. Voilà. Donc une école de piano très, en quelque sorte, en droite ligne de d'une germanique, d'une grande école européenne, d'illustres représentants. On peut le dire comme ça. Oui, mon professeur a étudié avec Pressler, mais lui, il s'est spécialisé dans la musique française impressionniste. Donc il y avait quand même remarquez, déjà... Pressler, il a quand même eu le prix Debussy en 1946, donc il y avait ce lien aussi. Donc là, oui, la boucle est bouclée, voilà. Et donc vous avez été baigné dans cet univers de musique française Lui, il en jouait beaucoup, mais qu'est-ce qu'il m'a Comment s'appelait-il, votre professeur? Il s'appelait Cary Grip. Et c'était où aux États-Unis? C'était dans le Iowa, au milieu du pays. On ne pense pas forcément à cet état-là pour la musique, mais il y avait une très très bonne école de musique. Partout, j'imagine. Oui. Et donc, lui s'est retrouvé là. Et vous étiez d'une famille de musiciens? Pas du tout. Non, absolument pas. Et vous vous êtes retrouvé à suivre cet enseignement. Et donc, vous avez fait connaissance avec la musique française à ce moment-là? Oui, en partie. Je pense que je connaissais un petit peu avant. Mais, donc, lui, c'était les impressionnistes. Mais je pense qu'il m'a fait jouer le tombeau de Couperin de Ravel. Et c'était mon premier grand contact avec la musique française à cette époque. Et donc, depuis un certain temps, vous jouez uniquement sur des pianos d'époque, on peut dire? Oui. En partie, je joue les pianos de toutes les époques, en fait. Depuis le tout premier piano de Cristofori jusqu'au piano de nos jours. Oui. Et donc cette musique d'Hélène de Montgeroux, comment elle est écrite? Est-ce qu'elle est très précisément écrite pour le piano, les tempi, les nuances? Il y a des indications de tempo avec des chiffres pour le métronome. Il y a énormément de nuances, de mots en italien, parfois en français. Et puis, c'est très important de dire que chaque étude est précédée d'une observation qui peut être plus ou moins longue, parfois une page entière. De conseils, parfois assez philosophiques, pas seulement sur la technique, mais sur l'apprentissage de la musique et puis le développement artistique du jeune musicien. C'est vraiment de la très belle musique. Et justement, quand on l'écoute, si on fait écouter ça à l'aveugle à quelqu'un, personne, d'abord, je ne vais pas tomber sur Hélène de Montgeroux, mais c'est très dur de trouver ce que peut évoquer cette musique. Elle est vraiment une grande originalité. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur sa musique, comme par exemple, c'est le chaînon manquant entre Mozart et Chopin. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais elle est tout à fait originale et très en avance de son temps. Si on imagine qu'elle a commencé à écrire les études dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, ça ne ressemble à personne. Et ça prédit en quelque sorte des compositeurs
30 ans plus tard. Donc c'est très étonnant. Alors, vous le disiez, elle était d'une famille noble, elle a épousé un noble en première noces. Mais elle-même, elle donnait des concerts, enfin, elle avait une vie de concertiste. Non. Comme on disait tout à l'heure, elle n'avait pas le droit de se produire en public. Elle n'était jamais rémunérée pour jouer de la musique. Elle jouait dans son salon, elle avait un salon le lundi chez elle, et puis elle jouait dans d'autres salons parisiens et ailleurs, autour de la capitale. Oui. Et alors, donc, cette musique, vous disiez que vous la connaissez depuis un certain temps. Vous avez été tout de suite séduite par cette musique d'Hélène de Montgeroult? Oui. J'ai mis un petit moment. Je ne sais pas comment dire. J'allais dire à y croire, mais c'est pas ça. À être complètement possédée par cette musique. Oui, j'ai mis un petit moment. Je pense que... comment dire ça? J'étais un peu réticente sur les compositrices au début du XXIe siècle, encore. Et petit à petit, j'ai compris l'importance de ces compositrices. Et maintenant, je suis complètement dedans et je m'efforce d'inclure des compositions des compositrices dans chaque programme que je joue maintenant, que ce soit en soliste ou en accompagnant des chanteuses, des alors chanteurs. qui, par exemple, Mel Bonis, Marie-Jaël ou Cécile Chaminade ou ces femmes qui reviennent sur le devant de la scène. Oui, entre beaucoup d'autres. Et puis des compositrices du XVIIIe siècle aussi, comme Madame de Villeblanche, je ne sais pas si vous connaissez. Mais non, encore une Parisienne à découvrir. Julie Candet, Maria Szymanowska, etc. Voilà. Alors, on le rappelait, cette musique est vraiment magnifique. Donc, elle s'accompagnait de ce traité qu'a écrit Hélène de Montgeroult. Vous avez parcouru ce traité, vous l'avez lu Oui, évidemment, bien sûr. Et alors, par exemple, c'est des conseils d'interprétation, des conseils techniques Si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait. Eh bien, je vous en prie, lisez-nous un extrait de ce traité, Martina D'accord, Di Marcos. donc je vais vous lire un extrait des observations sur l'étude numéro 8. Qui est indiqué andantino semplice ed espressivo d'abord. Et puis, elle écrit « Le caractère de ce petit morceau est la simplicité. L'élève, en devenant habile, apprendra que la simplicité est une parure dont il est quelquefois plus difficile de se servir que des ornements les plus riches. » C'est beau. C'est magnifique. Ça pourrait s'adapter à beaucoup de compositions. Oui. Donc, dans ses observations, elle parle tout le temps du chant. C'est vraiment son idéal. C'est la voix chantée, les chanteurs italiens qui sont pour elle les meilleurs exemples. Et l'idée, je pense, est d'adapter le piano pour qu'il sonne comme la voix humaine qui chante. Mais alors c'est étonnant qu'elle ait si peu composé pour la voix et le piano. N'est-ce pas? Avec cet amour du chant qu'elle avait, qu'elle partage avec Chopin, c'est-à-dire son sens mélodique. Absolument, oui. Avec donc, le chant. C'est très curieux qu'elle n'ait écrit que 6 nocturnes, mais elle a tout mis dans le piano qui chante au lieu des chanteurs qui chantent accompagnés par le piano. Et la mezzo-soprano Beth Taylor qui chante sur ce disque consacré à Hélène de Montgeroult. Qu'est-ce qu'elle vous a dit de l'écriture du chant? C'était bien écrit Elle avait une impression curieuse que ce n'était pas très bien écrit pour la voix. Je vais l'avouer. Et que ça ressemblait plus à de l'écriture pour un instrument. Et Nicola Mazzoleni, qui a joué... Donc, qui est le violoniste qui joue avec vous dans cette sonate. C'est ça. Et il a dit un peu la même chose pour son instrument, que ce n'était pas tout à fait écrit pour le violon. Donc, je pense que ça confirme que c'était vraiment une pianiste. Voilà. Oui, ça la rapproche aussi de Chopin, qui a quand même... Bon, il a écrit des mélodies, mais enfin, il a principalement écrit pour le piano. Oui, c'est vrai. Oui. Et ils se sont jamais rencontrés, on sait pas. À ma connaissance. Oui. Non, je pense pas. Non.
Non, pas à ma connaissance. Je n'ai jamais entendu parler du Et alors, quel a été le destin de la musique de Hélène de Montgeroult? Parce qu'on vous disiez depuis une quinzaine d'années, elle revient sur le devant de la scène. Oui. Enfin, c'est pas non plus la méga star des scènes de concert, mais enfin, on commence à en parler de plus en plus. Oui. Il y a plusieurs disques, je dirais, peut-être maintenant une bonne quinzaine de disques enregistrés sur piano moderne. Tout récemment, un autre disque des 9 sonates enregistrées au piano forte. Ça, c'était à ma connaissance le premier disque au piano forte, mais un piano viennois. Donc, pas tout à fait le type de piano qu'elle utilisait et qu'elle aimait, parce que je pense qu'elle n'appréciait pas les instruments viennois. Donc, ce piano carré sur lequel vous jouez, piano carré qui est rectangulaire, mais bon, il s'appelle piano carré. En fait, alors il est indiqué dans le texte qui accompagne ce disque, dans lequel on apprend énormément de choses, qu'il y a 4 registres en fait. Oui, mais quoi, comme pour un clavecin c'est tout à fait dans le même sens que sur un clavecin ou une orgue. C'est-à-dire pour les auditeurs, un registre, c'est-à-dire on tire. Eh bien, sur le piano, on appuie sur une pédale. D'accord. Voilà, donc ça va orienter le son. Oui, voilà, ça va modifier le son. Donc c'était quelque chose qui venait du monde de l'orgue et du clavecin, le fait d'avoir plusieurs instruments dans un réunis en un seul. Oui, exactement, merci. Donc c'était pas quelque chose d'étrange, de bizarre. Il y a des gens qui ont comme une allergie à ces sons dans un piano parce que je pense simplement qu'ils n'ont pas l'habitude. Il faut faire un peu de pédagogie et montrer, je pense, ce qui est possible aussi. Pas jouer toujours sur le même registre. Donc, il y a 4 pédales. Celle qu'on utilise sans doute le plus souvent, c'est la pédale qui soulève les étouffoirs, comme la pédale à droite sur le piano actuel, et qui prolonge le son. Il y a une pédale qui s'appelle le jeu céleste. Donc, ça, c'est une fine épaisseur du cuir souple qui s'intercale entre les marteaux et les cordes. Et ça fait un son qui doit nous appeler le ciel. Voilà, les sons des voix des anges. Il y a le jeu du basson que j'ai utilisé, je pense, à 2 reprises dans l'enregistrement. Et ça, c'est un rouleau de papier recouvert avec de la soie qui tombe sur les cordes dans les basses. Et ça fait un son qui est censé rappeler le basson, mais qui fait une espèce de bourdonnement. Et puis pour finir, il y a le jeu de luth. Donc ça, c'est aussi avec du cuir qui s'appuie contre les cordes et ça doit rappeler un instrument à cordes pincées. Voilà. Mais alors, c'est écrit dans les partitions qu'il faut utiliser ces registres. Donc c'est vous qui avez fait le choix d'utiliser ces sonorités en fonction du piano pour lequel elle composait. Oui, en fonction de la pièce, parce que je ne sais pas, le basson il ne serait pas du tout adapté dans une étude douce et mélodieuse. C'est un autre caractère complètement, oui. Alors, vous le rappeliez, il y en a plusieurs dizaines de ces études. Donc, il y en a qui sont assez simples pour des pianistes amateurs et il y en a qui sont extrêmement difficiles. Oui, c'est plus ou moins progressif. Donc, on commence, les 10 ou 15 premières études sont les plus simples, mais tout à fait intéressantes aussi. Et puis, donc, ça progresse en difficulté jusqu'à numéro 114. Et alors, ces partitions, vous les avez facilement trouvées elles sont disponibles sur IMSLP. Peut-être je ne devrais pas le dire, mais c'est le cas. Et éditées petit à petit aussi par Jérôme Dorival. Voilà. Donc, Jérôme Dorival, que vous connaissez, j'imagine. Oui, bien sûr, je le connais bien. Donc, celui, c'est le redécouvreur de Hélène de Montgeroult. Oui, c'est lui qui a publié donc, sa biographie il y a presque 20 ans maintenant. Mais comment ça lui est venu, cette rencontre Il vous l'a dit Je pense... Je ne veux pas vous poser une colle. Non, mais j'essaie de m'en souvenir. J'espère ne me pas tromper, mais je pense qu'il a lu le récit le moment qu'elle a passé devant le comité de salut public. Et je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à chercher d'autres détails sur sa vie. Il me semble, mais je peux me tromper.
Vous, Marcia Di Marcos, vous avez un répertoire assez considérable, avec des chemins de traverse. Mais en même temps, comment ça s'est passé, votre évolution, passer d'un élève de Menachem Pressler avec un répertoire classique, romantique, français, et à ces découvertes Je pense que je joue du pianoforte, du piano historique depuis plus de 30 ans maintenant, plus de 35 ans même. Et je me suis un peu spécialisée dans le pianoforte, comme on dit, et le clavicorde. Et donc, j'ai pas mal joué des compositeurs comme Haydn, Mozart, Carl Philipp Emanuel. Vous avez enregistré l'intégrale des sonates de Haydn Non, j'ai joué l'intégrale. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. J'ai joué l'intégrale et j'ai enregistré un disque de sonates sur le clavicorde. Oui. Donc, j'étais dans des compositeurs plutôt bien connus. Mais, quoique Haydn, qui est un génie exceptionnel, on ne peut pas dire non plus que sa musique soit la plus jouée dans les salles de concert. Les sonates de Haydn, on les entend avec parcimonie quand même. Oui. Peut-être sur le piano moderne, on entend juste les dernières. Oui, c'est ça. Les grandes sonates de la fin. Mais il y a Sviatoslav Richter qui a fait des legs incroyables de sonates de Haydn. Oui. Ou Andras Schiff ou d'autres, mais finalement, c'est pas des sonates qu'on entend. On entend toujours les mêmes. Et c'est dommage. Oui. Et donc, vous avez exploré tout ce répertoire. Ah oui, j'adore. Je suis très... je me sens comme à la maison chez Il est exactement Haydn. Contemporain de Hélène de Montgeroult, Haydn, quand on regarde les dates. Oui, il est né un peu avant quand même. Oui. 32, non? Oui, c'est ça, mais bon... mais il y a plusieurs décennies en commun, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une musique... en même temps, ce sont des musiques très, très différentes. Vous n'avez pas trouvé de proximité entre ces musiques? Entre Haydn et Montgeroult? Oui. Non, il y a... Intéressant comme question. Moi, j'ai pas a priori trouvé beaucoup de liens. Pas beaucoup. Peut-être la répétition de certains passages. Chez Haydn, c'est souvent 3 fois. Et chez Hélène de Montgeroult, c'est 3 ou plus. Elle a la manie de répéter des passages beaucoup de fois. Donc, mais c'est la seule chose à laquelle j'arrive à penser comme ça sur le... Donc, ce projet autour d'Hélène de Montgeroult, vous le portez depuis un certain temps déjà. Oui. On sent que c'était un projet important pour vous. Oui, j'avais envie de le faire depuis, je dirais, vers 2010, j'ai commencé à réfléchir. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer sa musique en concert, petit à petit. Et puis, il y avait en 2014, il y avait plusieurs jours au CNSM de Paris autour de Hélène de Montgeroult pour son 250e anniversaire. Et donc, j'ai participé à ces journées. J'ai pu jouer la copie du pianoforte Erard qu'elle avait, pas qu'elle avait, mais le même type d'instrument, qui est au Musée de la musique. J'ai accompagné les Nocturnes pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, quand même, ça vaut la peine de... Il faut bâtir un projet autour d'Hélène de Montgeroult. Ça. Mais c'était très difficile de trouver le piano idéal. Vous l'avez trouvé pas loin de chez vous, en Bourgogne. Oui. Mais comment vous l'avez trouvé? Par une connaissance Oui. Je connais la personne qui l'a restauré, qui est Mathieu Vion, installé dans le sud de la Bourgogne, où j'habite également. Et par hasard, j'ai dit un jour à Mathieu, est-ce que tu connaîtrais un piano français, disons avant... 1820, il a dit oui chez moi. J'ai restauré un instrument pour une femme qui me l'a confié pour la restauration et qui met cet instrument à la disposition des artistes pour des projets de concert ou d'enregistrement. Donc, j'ai profité de cette générosité de cette Madame de Maigret, donc, qui a fait aussi classer son instrument. Il est monument historique maintenant. Et en tout cas, c'est peut-être un monument historique, mais nous, on n'entend que la musique dans ce disque consacré à Hélène de Montgeroult, portrait d'une compositrice visionnaire. Marcia Di Marcos, donc ce disque que vous avez enregistré
avec pour certaines œuvres la collaboration de Beth Taylor, mezzo-soprano, et pour une œuvre Nicolas Mazzoleni, violoniste. Un disque absolument magnifique, et on terminera en disant que c'est une musique qui est immédiatement séduisante. Enfin, il y a un charme irrésistible de cette musique. Oui, je pense que c'est une musique très accessible et qui fait plaisir à l'oreille. Et ben, effectivement, on ne peut pas trouver meilleure conclusion que ce plaisir que procure cette musique. Marcia Hadjimarkos, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la claviériste Marcia Hadjimarkos, je vous propose de l'écouter interpréter des études de la compositrice Hélène de Montgeroux. Je vous souhaite une belle écoute de ses œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Merci.